Bonjour et bienvenue sur RT France pour ce nouveau numéro de la grande interview. Notre invitée aujourd'hui, Julie Lannes, spécialiste du comportement animal, plus spécifiquement celui des animaux sauvages. Elle se bat depuis plusieurs années maintenant pour sensibiliser le public mais aussi les politiques sur les menaces qui pèsent sur la faune sauvage. Julie Lannes, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Une première question, tout simplement, qu'est-ce qui vous a donné envie de protéger les animaux sauvages? Est-ce qu'il y a eu un déclic, un événement en particulier qui vous a donné envie de vous consacrer à cette cause? Alors depuis toujours, j'ai eu envie. Quand j'avais 7 ans, je militais pour le WWF, ce qui n'était pas très connu, j'étais à l'étranger, pour les pandas. Et voilà, mais j'ai fait une carrière d'abord dans la publicité, dans la communication, et puis un executive MBA. Et après, j'ai fait la biologie du comportement, après avoir travaillé sur tous les grands problèmes éthiques de notre société, le HCR, la FAO, etc. Et je voulais partir de l'animal pour montrer comment, si l'animal disparaît, comment il impacte l'homme et comment, effectivement, cette réaction de cause à effet peut impacter l'homme. Tout en travaillant en même temps, en étant bénévole dans plusieurs structures de protection animale et en même temps que je travaillais dans la publicité ou autre, je faisais partie de programmes de conservation, essentiellement sur les guépards et sur les fauves. Donc pendant tout mon temps libre ou les vacances, je partais travailler sur des programmes de conservation spécialisés sur les fauves, jusqu'au jour où j'ai fait effectivement un master pour valider mes acquis. Après, voilà, ça fait 15 ans que je suis là-dedans. Et le déclic a été une photo où on a voulu m'engager dans une de ces structures que j'enquête, que j'infiltre, qui sont plutôt des trafiquants. C'est lié en tout cas au trafic, où ils ont voulu m'engager parce que c'est bien pour eux d'avoir un label scientifique pour, on va dire, avoir une belle façade pour cacher des trafics, sous couvert d'être un sanctuary lodge ou un conservation sanctuary. Et donc une photo d'un lion qui était tiré par les pattes arrière et c'était des gens qui travaillaient avec eux. M'a bouleversée et je me suis dit j'en ai marre de pleurer ou de me sentir impuissante et donc je vais m'investir dans cette cause-là, quels que soient les risques que ça implique, parce qu'il faut des lanceurs d'alerte et il faut avancer. Voilà. Donc vous avez vraiment été choquée par ce que vous avez vu. Vous avez plusieurs casquettes, hein. Vous êtes éthologue aussi. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est l'éthologie? Alors je suis éthologue de terrain, donc l'éthologie c'est la biologie du comportement, donc l'étude du comportement animal dans son milieu naturel, puisqu'on peut établir le comportement d'animal uniquement par rapport à son espèce sauvage. Donc ce n'est pas en voyant des animaux dans des zoos qu'on peut effectivement établir le comportement de telle ou telle espèce. Il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites comme ça, notamment sur les loups, et qui ont amené à des catastrophes. Mais c'est effectivement par rapport au milieu sauvage, on peut estimer le bien-être ou le mal-être des animaux en captivité. Alors justement, en parlant des animaux en captivité, vous dénoncez la présence d'animaux dans les cirques, dans les zoos, dans les aquariums. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même un enjeu économique pour les professionnels des cirques, par exemple, si on fait disparaître les animaux, puisque c'est l'assurance pour eux de faire venir des visiteurs? Alors, il y a plusieurs aspects à ça, puisque je regarde un peu les aspects géopolitiques, et donc ça fait partie des propositions que j'ai remises au gouvernement au niveau de la commission qui a été mise en place, la commission ministérielle qui a été mise en place par le ministre de Rugy, donc sur le groupe Travail Cirque, c'est comment aller vers une évolution qui soit digne et respectable pour ces professions-là. Aujourd'hui, la plupart des Français, plus de 67%, d'après les derniers sondages Ipsos aux 30 millions d'amis, des Français condamnent ces pratiques-là. Mais sur un plan légal, comme sur un plan de bien-être animal, ce n'est pas acceptable d'avoir certains animaux sauvages, puisque c'est complètement en contradiction avec leurs besoins biologiques, physiologiques, mentaux et comportementaux. Et le cirque ne peut en aucune manière y répondre. Il faut savoir comment on dresse la plupart de ces animaux-là. Les éléphants, c'est ce qu'on appelle la technique de l'anéantissement ou de l'écrasement. Ça vient du Fajan en Asie. C'est-à-dire qu'on entrave les éléphants entre 3 semaines jusqu'à 6 mois. On les frappe. On les empêche de dormir, on les empêche de se nourrir jusqu'à ce qu'on casse complètement, on brise l'esprit de l'éléphant. C'est comme ça, et le tout avec des choqueurs électriques, avec des coups d'encus, c'est comme ça que vous obtenez la soumission de l'éléphant. Vous pensez bien que nous, qui sommes de la taille, je ne vais pas dire d'une fourmi par rapport à un éléphant, mais pas loin, ils ne se soumettraient pas autrement à nous. Et c'est également la technique qui a été utilisée dans les zoos qui n'ont pas accepté les standards modernes des pratiques de zoo, pour obtenir un contact direct dans ce qu'on appelle le medical training, c'est-à-dire où il n'y a pas une barrière, où c'est un contact direct, ils utilisent les mêmes techniques, ce qui est absolument inacceptable. Et aujourd'hui, tous les numéros de cirque, notamment impliquant des éléphants, sont des numéros contre nature. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas obtenir ça à l'état naturel, faire le poirier à un éléphant.
L'éléphant, l'ensemble de son poids, la tête et les pattes avant sont faites pour supporter environ 22% du poids. Si vous lui faites faire le poirier, vous avez l'ensemble du poids de l'éléphant qui repose sur sa tête, ce qui crée des lésions au niveau cérébral, au niveau de la trompe et à des tas d'autres endroits. Même chose, le faire faire s'asseoir, c'est contre nature. Vous ne verrez jamais ça dans la nature, bien que les cirques vous montrent des images un peu tendancieuses, mais toujours d'éléphantos, et qui sont des images arrêtées quand ils se cassent la figure dans des mares de boue, ce qui est très différent de la réalité. Mais donc assis, par exemple, ça crée une compression des organes. Il faut savoir que les cirques évitent effectivement de donner à boire ou à manger aux éléphants avant qu'ils rentrent en piste. Ils leur fouettent les parties génitales pour les obliger à faire leurs besoins et à uriner, parce qu'effectivement, l'éléphant assis, ça crée une compression des organes et des intestins qui peut déboucher sur un prolapsus et qui peut entraîner la mort. Donc voilà. Il y a véritablement une maltraitance de ces animaux. D'un point de vue scientifique et pas d'un point de vue animaliste, c'est qualifié d'acte de cruauté. Les grands standards internationaux, justement, au niveau des éléphants, du bien-être, qui sont imposés aux zoos, estiment que, justement, l'immobilisation des éléphants, donc le fait qu'ils ne puissent pas se déplacer librement, ne doit pas excéder 3 heures par jour. Qu'au-delà de ça, c'est considéré comme un acte de cruauté animale, du point de vue scientifique, médical, par rapport à leur biologie et leurs besoins physiologiques. La moyenne, dans les cirques européens, d'après différents rapports internationaux, est de 11 heures par jour. Donc voilà, 11 heures par jour d'immobilisation. Pire pour les éléphantos qui, quand ils doivent les casser, ils sont strangulés au sol avec des cordes à même le sol. 3 semaines d'affilée jusqu'à 23 heures par jour, jusqu'à 6 mois d'affilée, ils sont ligotés au sol pour les casser psychologiquement. Alors j'imagine que vous avez relayé tous ces cas lors de la commission parlementaire à laquelle vous avez participé. Comment ça s'est passé cette commission parlementaire? Comment s'est passé le groupe de travail? Il a été très chaud. Le gouvernement... s'est même demandé s'ils n'allaient pas devoir envoyer à un moment donné les forces de l'ordre, puisque effectivement ça a été teinté de menaces envers les différentes ONG qui étaient là. Des menaces de la part de qui? Des menaces de la part des cirques, qui étaient déjà des menaces préexistantes. Elles ne sont pas nouvelles. Dès le moment où vous vous opposez à eux, dès le moment où vous dénoncez certaines choses, moi je dénonçais les liens qu'il y avait entre l'acquisition des animaux et des trafics internationaux, avec notamment l'Afrique australe ou l'Asie, etc. Dès le moment où vous dénoncez ça, vous connaissez bien votre sujet, ou simplement le simple fait pour les militants d'aller manifester devant un cirque est suffisant pour vous envoyer effectivement à l'hôpital. Vous avez même des maires, puisqu'il y avait le collège des maires qui était là, qui n'a pas été entendu, qui n'était pas représenté par des maires. En tout cas, eux n'ont pas voulu, ou peut-être pas osé se présenter. On ne sait pas quelle est la réalité des faits. Mais moi, en tout cas, je connais plusieurs maires qui étaient prêts à témoigner, qui ont été, par exemple, renversés en voiture, où on leur a dit que ce n'est qu'un avertissement et qui sont menacés de mort. Vous en avez le maire de Comble-la-Ville qui a témoigné dans les médias en expliquant clairement les menaces de mort ou les mesures, les différentes pressions que subissent les maires de la part des cirques, afin de les obliger à les laisser s'installer là. Il me semble que vous aussi, vous avez été menacée personnellement. Moi, je suis menacée parce que j'ai infiltré plus d'une centaine de structures à travers le monde, justement, qui sont liées en termes de trafic avec les os de tigre, les os de lion et d'autres choses, et qui vendent au cirque et où les cirques revendent après leurs animaux, puisqu'il faut savoir qu'un fauve, par exemple, vit jusqu'à 25-30 ans, en moyenne, facilement, en captivité. Dans le monde sauvage, c'est environ 16 ans. Mais dans les cirques, vous en verrez rarement un qui a plus de 10 ans. Donc, où vont-ils? Généralement, pourquoi ça se passe à cet âge-là? Parce qu'à l'âge d'entre 8 et 10 ans, l'animal, le fauve, est à pleine maturité sexuelle. Il devient donc beaucoup moins coopératif, beaucoup plus résistant. Et donc, c'est à ce moment-là que vous avez souvent des accidents avec des dresseurs. Et donc, effectivement, les cirques vous racontent qu'ils seraient soi-disant dans leur lieu d'hivernage, qu'ils les gardent tous. Je ne vous raconte pas, il doit y en avoir des milliers depuis. Et la réalité et différents articles de presse et enquêtes internationales ont démontré qu'ils sont revendus en fait dans ces mêmes fermes où ils ont été achetés en Afrique australe et ailleurs. Ils sont revendus là pour la chasse aux trophées, la chasse en boîte. Alors, on a parlé des animaux sauvages, il y a aussi les animaux d'élevage. Il y a eu pas mal de scandales ces derniers temps concernant les animaux d'élevage. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Alors, moi, je suis vraiment spécialisée sur les animaux sauvages. Sur les animaux d'élevage, ça m'arrive de travailler avec des gens comme L214, etc. Nous avons tous, on va dire, un petit peu le même état d'esprit, qui effectivement, c'est plutôt par rapport aux pratiques dans les abattoirs, par rapport effectivement à la codectomie, le fait de couper la queue à vif d'un porcelet, le fait de limer les dents. Voilà, les pratiques des abattoirs telles qu'elles ont lieu au jour d'aujourd'hui sont complètement antinomiques. On ne peut pas parler de bien-être animal. On ne peut parler que de réduction quand on vous dit on va améliorer le bien-être. Non, on va réduire le mal-être. Mais on ne peut pas parler de réduction, de bien-être animal.
quand vous tuez un animal, quand vous l'enfermez en captivité, vous ne pouvez pas parler de bien-être animal. Les poules dans les cages, il faut savoir qu'elles sont donc nourries et grandies artificiellement, bourrées d'antibiotiques. Et donc, de façon, tout ça, c'est de la rentabilité. Et donc, ce modèle-là fait que vous avez des poules qui sont effectivement beaucoup plus grandes qu'elles ne devraient être à leur âge, gavées pour être le plus gros possible, mais leur cartilage et leurs pattes ne sont pas à même de les supporter. Donc, leurs pattes cassent sous leur poids. Comme il y a une grande confination et que la plupart de ces poules sont effectivement dans des grands hangars ou à l'extérieur à des milliers et des milliers entre elles, eh bien, il y a forcément tout ce qu'on appelle des phénomènes d'automutilation, des phénomènes d'agression, du picking. Donc vous avez énormément d'animaux qui sont morts, même dans les grands élevages. C'est-à-dire que les poules s'arrachent les plumes entre elles, c'est dû au stress. Elles ne peuvent pas procéder à des bains de poussière, etc. Enfin, des tas de choses qui sont nécessaires à leur bien-être animal de base. Et donc, quand vous en avez une qui est blessée, ben forcément, ça s'aggrave. Et voilà. Donc, on est ce que l'on mange. Il y a eu le scandale du fipronil avec les œufs. Vous avez le scandale des poux. Enfin, c'est un ensemble de choses comme ça qui ne sont pas acceptables dans un pays dit civilisé, dit évolué, et où on a reconnu la condition de l'animal sensible. Et aujourd'hui, on sait que les gallinacés ou d'autres éprouvent des sentiments, ressentent la douleur, sont extrêmement intelligents. Donc voilà, il faut respecter ce que l'on mange à minima. Est-ce que ce n'est pas finalement incompatible avec nos modes de vie, cette défense du bien-être animal? Comment on fait pour lutter pour le bien-être animal quand finalement nous vivons au quotidien avec le besoin de consommer de la viande, des protéines, comme on dit? Comment on fait? Alors, d'abord, nous sommes omnivores, nous n'avons pas ce besoin-là. D'un point de vue physiologique, nous sommes omnivores, nous pouvons manger autre chose. Vous n'avez pas que des protéines animales, vous avez des protéines végétales. Maintenant, le minimum, vous avez effectivement des gens... Par exemple, parmi les choses qui ont été proposées, le problème, c'est le transport des animaux. Vous avez la canicule avec des animaux transportés sous la canicule, malgré les annonces officiellement faites. C'est absolument scandaleux. Mais voilà, vous ne respectez plus. Ce ne sont pas des animaux, ce ne sont pas des êtres vivants, c'est de la matière première qu'on emmène. Voilà, vous voyez toutes les vidéos de L214 qui ont été diffusées sur les abattoirs. Donc, parmi les choses qui sont proposées, des pistes de réflexion, c'est par exemple amener des camions d'abattoirs directement, qui soient mobiles et qui aillent directement dans les différentes structures d'élevage. Il faut déjà, effectivement, un animal, c'est un herbivore, ça ne mange pas de farine animale. Donc vous laissez un animal grandir à son rythme, sans antibiotiques. Il vaudrait mieux manger moins, mais manger mieux. Même pour notre propre santé, il est démontré scientifiquement également qu'un animal stressé est un animal qui développe des toxines, et donc sa viande est potentiellement, effectivement, toxique. Donc nous n'avons aucun intérêt à ça, mais nous devrions, c'est à nous de savoir dans quel modèle de société nous désirons vivre. Et en général, quand on traite les animaux comme ça, c'est ce que disait Gandhi, voilà, on reconnaît une société à la façon dont elle traite ses animaux. Très bien, merci Julie Lannes, ce sera le mot de la fin. Je rappelle que vous êtes éthologue, donc spécialiste du comportement de terrain, éthologue de terrain, spécialiste du comportement animal, plus spécifiquement celui des animaux sauvages. Vous tenez un blog sur lequel nos spectateurs peuvent aller se renseigner s'ils sont sensibles à la question et s'ils ont envie d'en savoir plus sur ce combat que vous menez quand même depuis plusieurs années maintenant. C'est la fin de la grande interview. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite sur RT France.